structures qui ont contribué à cette activité scientifique, à ce colloque international qui porte sur un événement important, c'est la migration dans la Méditerranée. Sans oublier, bien sûr, toute ma gratitude à notre collègue Sifat Hinag, qui, par ses efforts louables, était la pièce maîtresse dans l'organisation de cet événement scientifique. Sans tarder, je passe la parole au professeur Antonio Moroni de l'Université de Pavie pour présenter l'événement et donner quelques éclaircissements sur l'importance de la migration comme enjeu géopolitique parfois et scientifique en même temps. Donc je vous cède la parole, professeur Antonio. Merci et une bonne journée à tous les intervenants. Je suis très heureuse d'être Méditerranée et je suis très heureuse aussi de remercier aussi de mon côté, de le côté italien, le professeur Fettinaga qui a contribué beaucoup à, on peut dire, lier toutes les institutions impliquées dans cette colloque. Bien sûr que cette colloque, c'est partie d'un projet international financé pour le ministère de la Recherche italienne, qui est ménagé pour le côté italien de l'Université de La Touche, de mon collègue Mario Savino, et aussi par l'Université de Pavie pour moi-même. On est très content d'être ici dans le siège de l'ECAREP. Je crois que l'ECAREP, c'est l'environnement plus important pour discuter cette question de la migration. Bien sûr qu'on a voulu construire cette colloque d'une approche pluridisciplinaire et interdisciplinaire avec bien sûr la sociologie, l'histoire et aussi l'approche de la science juridique. Voilà, je veux introduire la première session. On a le premier intervenant, c'est le professeur Mehdi Mabrouk. Et Mehdi Mabrouk, il va intervenir avec une présentation intitulée Migration irrégulière, transition démocratique et populisme, les cas de la Tunisie. Merci. Merci, cher professeur. L'intitulé de ma contribution est La migration irrégulière, transition démocratique et populisme, le cas de la Tunisie. La communication voudrait répondre aux deux questions. Tout d'abord, pourquoi les immigrés n'ont pas bénéficié que dérisoirement de la transition démocratique que le pays a connue. Parfois, il était victime, entre guillemets, de cette transition et ils n'ont bénéficié que dérisoirement. La deuxième question, comment on est passé pendant cette décennie d'un accueil, entre guillemets, exaltant, d'un accueil exemplaire, parfois idéal, d'un million, à peu près autour d'un million de migrants, particulièrement après la chute du régime de Kadhafi. On est passé donc de cet accueil, cette hospitalité exemplaire à la chasse des migrants. Donc essentiellement, je voudrais parcourir, comme vous voyez, donc je voudrais parcourir ce processus pendant, qui a duré à peu près une décennie. Ce n'est pas une tâche facile, donc parcourir cette distance, ce parcours, cet itinéraire, d'un accueil, d'une hospitalité exemplaire, un élan de solidarité qui a été enregistré avec à peu près 1 million d'immigrants, jusqu'à une période, ou bien ce stade où les Tunisiens, entre guillemets les Tunisiens, ont commencé à chasser les migrants, essentiellement les subsahariens. Donc d'un accueil
exemplaire à la chasse des migrants. Le concept peut-être le plus important, la pièce maîtresse de l'intervention, c'est ce que j'ai appelé nationalisme migratoire. Qu'est-ce que j'entends par nationalisme migratoire? C'est cet intérêt extrêmement particulier par les Tunisiens auprès des migrants tunisiens. Un nationalisme migratoire qui s'est traduit durant la décennie de la transition par cette forte présence des migrants tunisiens parmi le staff de la transition, parmi le personnel politique de la transition. Une forte présence et une forte présentation des migrants. Je cite par exemple Monsef El-Marzouki, Kamel El-Jandoubi, Rachid El-Ghannouchi. À peu près, j'ai compté à peu près 32 ministres et responsables ou responsables qui étaient des migrants tunisiens à l'étranger. Sans bien sûr, sans citer les Golden Boys, entre guillemets, qui venaient de la France, la Turge, c'est l'association tunisienne de l'université française, exactement, voilà, qui a fourni, et parmi, on a recruté le premier personnel de la transition. Voilà. Donc, tout d'abord, une forte présence et une forte représentation des migrants tunisiens, de la communauté tunisienne à l'étranger, donc, parmi le staff de la transition ou bien parmi le personnel politique qui a géré, bien sûr, cette période de transition. Donc, cette overdose de la communauté, entre guillemets, des Tunisiens à l'étranger qui a gouverné, qui a géré, qui a participé. Bien sûr, sans oublier aussi une forte présence dans la haute instance de la transition des réformes politiques, où on a instauré un système de quotas. Si vous vous rappelez, donc, il y a des représentants, puisque c'est une instance d'où les membres ne sont pas élus. Donc, on a opté pour un quota. Et les migrants tunisiens à l'étranger aussi, en même temps, ont bénéficié d'un quota proportionnellement très fort par rapport à leur poids, entre guillemets, démographique. Bien sûr aussi, donc, ce nationalisme migratoire s'est traduit aussi par la création des structures et des institutions dans la nouvelle architecture institutionnelle de la transition démocratique. Je cite le secrétaire d'État chargé de la migration. Et j'ai participé à la conception de cette pièce dans l'architecture de la transition. Sans oublier aussi l'Observatoire national de la migration. Donc, c'est-à-dire deux structures qui s'intéressent à la migration, mais sous-entendu, ils s'intéressent aux questions des migrants liés des Tunisiens à l'étranger. La question du refoulement, la question des disparus. Donc, comme si on a créé, entre guillemets, des structures qui s'intéressent aux migrants tunisiens, non pas des migrants dans l'absolu. Donc, vous voyez que l'architecture de la transition a été aussi fortement présentée par ces deux cellules-là, ces deux structures-là, qui s'intéressent à la migration en général, mais qui ont œuvré toujours pour le constat, l'analyse, la compréhension des flux migratoires des Tunisiens, gérer les conflits avec les autorités italiennes à l'époque. N'oublions pas que le feu Beji Qaïd Sebsi a visité l'Italie le 4 avril 2012, c'est-à-dire juste après quelques mois, 4 mois de son premier gouvernement. La troisième expression qui traduit ce nationalisme migratoire, cette forte
forte présence du nationalisme migratoire, c'est, entre guillemets, les causes nobles des migrants sont celles des migrants tunisiens, à peu près strictement. Je cite, par exemple, la question des expulsions, des refoulements. On n'a jamais pensé, par exemple, des arrestations, des camps de Chouchet, où des milliers d'immigrants subsahariens, africains qui étaient jetés dans le désert. Donc, vous voyez que ces causes-là, entre guillemets, c'est l'effet d'un agenda qui a forgé, il y a des fabriques, certainement des fabriques de ces causes nobles. Parmi ces fabriques, tout d'abord, essentiellement, c'est l'opinion publique et aussi la société civile. La société civile a œuvré principalement donc, pour célébrer, pour plaidoyer, entre guillemets. Et vous voyez, quelques mois, voire 2-3 ans, donc un système d'agenda a été instauré, a été installé par l'opinion publique. Mais, donc il y a certainement des fabriques, et parmi les fabriques de ces causes nobles-là, c'est la vie associative, c'est les associations, c'est la société civile et les médias. Donc, voilà, tout au long de cette décennie, les migrants tunisiens, parce qu'ils ne sont pas de leur sortie, de leur parcours, ont pu avoir une visibilité politique et une visibilité publique. À l'opposé de l'ombrage, ce que je nommais l'ombrage, tout un processus d'ombrage. Donc, les autres catégories d'immigrants ont été totalement occultées, effacées de la transition. D'ailleurs, Souhaïm Ben Achour, un juriste, parle de l'éméthèque de la transition. L'éméthèque, qu'est-ce que ça veut dire? L'éméthèque, c'est-à-dire, c'est le concept d'origine grecque. Ce sont les étrangers qui n'ont pas le droit à atteindre de citoyenneté. Et parmi les catégories les plus importantes, ce sont les métèques. Elle a parlé de l'éméthèque de la Révolution, l'éméthèque de la transition. Vincent Gesser aussi a parlé de ces invisibles, de ces absents de la transition. Je pense que les subsahariens, les migrants clandestins en général, étaient l'éméthèque de la transition. Ils étaient occultés, effacés, invisibles, mis à l'écart, expulsés de la sphère publique. Donc ça, c'est le constat de ce que j'ai nommé ce nationalisme migratoire émergent dès les premiers mois de la transition de Mali, qui s'est précédé par l'accueil exactement à peu près d'1 million d'immigrants dans toute la zone frontalière entre la Tunisie et la Libye. Mes collègues parlent Hassan Boubakri, par exemple, parle d'un élan de solidarité, un accueil et une hospitalité exemplaire. Mais ça, ce n'est que l'aspect visible de l'iceberg. Donc il n'y a de science que de cacher. Donc il faut chercher l'au-delà. Comment peut-on, dans un climat d'hospitalité, où les valeurs communautaires, nos frères libyens, on a commencé le tri, on a commencé la sélection des migrants, c'est-à-dire on a instauré un système de ségrégation. Les Libyens sont nos frères, les valeurs de la communauté khouetna, nos frères, le voisinage, ils habitent chez nous, oui, donc la majorité des Libyens, tout d'abord, donc sont logés, nourris par leurs frères, entre guillemets, leurs voisins tunisiens, et voilà, on a commencé donc la mise à l'écart d'à peu près de 700 millions d'immigrants. Et donc, cette mise à l'écart, ce tri, cette sélection
a doucement instauré en quelque sorte une distinction où les valeurs communautaires, donc la question de la langue, l'arabité, l'islam quelque part, et voilà, donc on a commencé à écarter les autres catégories des migrants. Donc, c'est-à-dire au-delà de cet accueil, entre guillemets, hospitalité exemplaire, réellement on a instauré un nationalisme. Lorsque je dis nationalisme, c'est-à-dire ségrégation, racisme, tout ça. Donc on ne peut pas être un nationaliste sans être xénophobe. Toutes les cultures nationalistes finissent par être xénophobes. Voilà. Donc, cette première sélection, c'était le fruit amer du populisme tunisien. Je ne peux pas comprendre le populisme, la xénophobie et la chasse des migrants sans creuser dans ce noyau dur de populisme et de xénophobie. Donc, c'est un fruit qui a mûri en douceur et doucement. Donc, voilà, toujours, donc je reviens à ce processus pour comprendre la xénophobie, pour comprendre le discours du président Kais Saïd, un discours raciste et xénophobe. Donc, il faut chercher, il faut creuser en profondeur, c'est-à-dire ce nationalisme migratoire qui a donné donc un discours xénophobe, parfois un racisme d'État. Donc, je ne peux pas dissocier donc, le discours officiel de ce racisme, entre guillemets, s'agit-il d'un racisme d'État, s'agit-il d'un racisme politique, mais essentiellement, je ne peux pas comprendre ce discours xénophobe où donc il a véhiculé la théorie du complot, donc un complot sur l'identité, la migration, c'est le fruit d'une affaire criminelle, tout ça. Donc, ces migrants qui voudraient changer l'identité de notre pays, une identité arabo-africaine, non, plutôt arabo-musulmane, qui menace essentiellement donc l'identité, qui menace même la structure. Je parle donc sous l'autorité d'une collègue démographe, la structure démographique d'un pays. Donc, je ne peux pas comprendre, c'est-à-dire ce discours-là, parce que donc il y a des sous-bassements profonds de ce discours officiel. La preuve en est que ce discours a été vivement accueilli par les Tunisiens, à l'exception, bien sûr, de la société civile et les militants associatifs, mais essentiellement, il y a une certaine légitimité populaire de ce discours-là. Et d'ailleurs, on a recensé des dizaines de violations parfois atroces de leurs droits humains. Bon, je passe tout ça. Donc, en fait, et à l'encontre donc de ce nationalisme migratoire, la décennie de la transition a connu une instauration d'un système de ségrégation, d'un système de tri des migrants, souvent selon leur identité religieuse, leur identité parfois, entre guillemets, permettez-moi de dire, raciale, non, cette identité de couleur. La question de cette identité aussi revient au primo-incident envers les migrants subsahariens. Les Tunisiens se rappellent essentiellement de la question des cimetières, l'enterrement des cadavres, entre guillemets, à Sfax et ainsi de suite. C'est-à-dire, dès le premier mois, on a commencé à poser les questions qui devrait être enterré dans les cimetières tunisiens, musulmans, et qui. Donc, on a commencé les trucs ici, donc, non seulement essentiellement,
Et la cimetière devient donc un marqueur identitaire extrêmement important, un marqueur de nationalisme tunisien. C'est-à-dire c'est seulement les Tunisiens qui pourraient être... Donc, et on a créé une nouvelle cimetière donc, à Gergis pour enterrer donc, la majorité des cadavres, des corps repêchés tout au long des côtes tunisiennes. Donc vous voyez aussi cette question identitaire à travers les lieux d'enterrement commence dès 2012-2013, donc commence à forger, à constituer aussi ce mécanisme de tri et renforcer cette culture identitaire que refusent donc, les migrants irréguliers, clandestins et subsahariens plus particulièrement. Sans oublier la question aussi du disparu. Vous vous rappelez, donc, la société civile a été fortement mobilisée pour les disparus. Je pense en 2014, le nombre de disparus était à peu près aux alentours de 4000 Tunisiens disparus au large de la Méditerranée. Et la société civile a constitué, bien sûr, des commissions, ainsi de suite, et donc, qui a visité aussi l'Italie pour chercher la traçabilité, entre guillemets, de ces disparus-là. Mais réellement, on n'a pas évoqué la question des disparus subsahariens. Voilà. Donc, on a parlé d'un deuil achevé, deuil inachevé, ça c'est autre chose, mais d'un deuil national aussi. Donc, ce sentiment de deuil national, véhiculé par les mass médias, par la société civile, a renforcé ce nationalisme migratoire, au détriment, bien sûr, des autres catégories des migrants. Donc, dans ce contexte-là, de ce nationalisme migratoire qui s'est cultivé tout au long de cette décennie, on arrive essentiellement, et ça c'est un peu paradoxal, malgré toutes ces questions-là, la question de la migration n'a jamais constitué un objet des élections. Ça c'est un peu paradoxal. Aucun, que ce soit durant toute la décennie, nous avons connu à peu près 3 ou bien 4 élections, la question migratoire contre, donc un peu, ça diffère donc, du paysage politique italien où la question de l'immigration était le cheval de bataille. En Tunisie, donc, nous avons totalement occulté la question de la migration, et essentiellement la migration irrégulière, durant toutes les élections que le pays a connues. Seulement la question des migrants tunisiens qui était l'objet des discours, c'est-à-dire respecter, donc, ou bien appeler les pays d'accueil à respecter les droits du Tunisien, donc arrêter ces expulsions donc, arbitraires, tout ça, mais aucun candidat, que ce soit aux élections présidentielles ou bien législatives, n'a soulevé la question des migrants. La preuve, ça c'est un peu aussi paradoxal, les paradoxes de cette décennie concernant la question migratoire. La fameuse loi du 3 février 2004 n'a jamais changé. Cette loi est considérée la plus restrictive au monde. Au monde, je dis bien. Donc, c'est la loi la plus restrictive, la plus dure, et nous n'avons pas eu le temps de modifier, promulguer, adoucir cette loi qui viole les droits les plus humains. La Tunisie aussi n'a pas encore ratifié la Convention internationale de la protection des migrants et les membres de leur famille. Donc c'est la Convention internationale des Nations Unies, connue sous la forme du 18 décembre. Et d'ailleurs, plusieurs associations s'appellent l'association du 18 décembre. Comment peut-on accepter qu'un pays a connu une transition démocratique
un élan extrêmement important des associations qui défendent les droits humains, les droits des migrants, et on n'a pas ratifié cette convention, et on n'a pas modifié la fameuse loi. Et d'ailleurs, cette fameuse loi s'appelle loi relative au passeport et aux documents de voyage. Ça, c'est énigmatique et parfois ridicule. C'est-à-dire un pays qui gère actuellement la migration, avec un arsenal juridique caduc. Donc, la loi, la pièce maîtresse pour la gestion des flux migratoires, c'est la loi comme ça, loi 3 février 2004, loi relative au passeport et aux documents de voyage. Oui, vous voyez. Donc ça, c'est un peu aussi paradoxal. Donc vous voyez que la transition aussi n'a pas modifié. Je ne cherche pas donc les prétextes, les justifications. S'agit-il donc que nous avons beaucoup, nous avons d'autres chantiers juridiques extrêmement importants, mais il y a un système, ce qu'on appelle de priorisation. Et ce système de priorisation n'est pas donc j'assume la responsabilité parce que j'étais ministre aussi, mais essentiellement, après tout, donc, voilà, donc, je n'arrive pas à comprendre comment, donc, dans toutes les priorités, donc, on n'a pas trouvé l'opportunité de voir donc, cet arsenal juridique relatif aux migrants. Voilà. Arrivons au fameux discours du président Kais Saied, du 22 février 2012. Moi, je pense qu'il s'agit d'un discours inaugural, sans précédent, mais qui a aussi dans toute cette culture du nationalisme migratoire, qui a donné une certaine légitimité d'acceptation. Donc, les théories de l'acceptation, pourquoi une opinion publique accepte, effectivement, il y a une certaine acceptation. Et donc, en termes de critique littéraire, la réception de Joss, la vérité talaq, pourquoi l'utiliser en Russie, en accepté, en donné une certaine légitimité à ce discours-là. Donc, mon collègue Riyad Ben Khelif et moi, nous avons écrit un article scientifique publié dans un journal scientifique française. Et sans entrer dans les détails, dans le contexte et ainsi de suite, donc là, essentiellement, 3 conclusions. Malgré que le président n'a pas soulevé la question de la migration dans son discours électoral, entre guillemets, parce que le président ne pense pas qu'il a un discours électoral, ni aussi même une campagne électorale, mais essentiellement, il n'a jamais soulevé la question de la migration, sauf après ces élections. Et ça, c'était un peu paradoxal. Deuxièmement, il considère que l'immigration, et je précise, l'immigration, ici particulièrement l'immigration du subsaharien, c'est une affaire criminelle. Texto, elle est aussi un complot qui menace l'identité, que ce soit donc l'identité culturelle, l'identité, et aussi qui menace la structure démographique du pays. Donc, et depuis, donc je ne trompe pas de détailler, nous sommes en train d'instaurer ce que j'appelle un système bilatéral migratoire, un système bilatéral entre la Tunisie et l'Italie. Voilà. Donc, un système bilatéral, donc, sans entrer dans la définition du concept système bilatéral, mais ici, nous sommes devant un système bilatéral. Il n'y a plus donc l'Union européenne, donc il n'y a pas d'autre le 5. 5 plus 5, 5 plus 5. Donc nous sommes devant donc, un système migratoire qui est en train de se constituer, bilatéral, la Tunisie et l'Italie, et essentiellement, donc on n'est plus donc, dans la logique du voisinage, la politique de voisinage de produits, donc nous sommes devant un système bilatéral, d'une coopération bilatérale, dans la lutte contre l'immigration irrégulière. Donc nous sommes entrés dans une lutte, une guerre contre les migrants, une chasse à pêche, une pêche maritime d'immigrants. Et il a provenu que la Méditerranée est devenue une grande cimetière aquatique d'immigrants clandestins. Nous sommes donc devant
devant un système bilatéral de coopération, de partenariat qui s'inscrivent dans une lutte acharnée contre les migrants clandestins. Troisièmement, ce système bilatéral est fortement ancré dans un système aussi de chantage, un système de chantage malheureusement, un système de chantage, donc, comme disait Marcel Mauss, donc le don et le contre-don, un système de don et contre-don. Qu'est-ce que l'Italie a donné? Elle a donné donc la bonne médiation envers l'Union européenne, envers la Banque mondiale, pour participer, pour contribuer à gérer les difficultés économiques du pays, de la Tunisie essentiellement. Et en contrepartie, donc, la Tunisie joue le rôle d'un garde frontière, parfois bénévolement, parfois gratuitement, parfois avec des montants dérisoires. Et d'ailleurs, le président a refusé les 160 000 €. Il a dit, bon, qu'est-ce que vous me donnez? Donc c'est un montant dérisoire. Donc, publiquement, il a dit, bon, je n'accepte pas. C'est-à-dire il faut monter le montant, élever le montant. Donc, donc il a refusé, avec un ton un peu brutal, ces montants dérisoires que les Italiens ont promis. Donc nous sommes actuellement en train de voir un système bilatéral, un système. Donc nous ne sommes pas dans la logique d'une gestion du respect, bien sûr, du respect mutuel, de la souveraineté de l'État italien. Nous ne sommes pas dans la logique d'une gestion concertée des flux migratoires. Non, nous sommes devant un système migratoire qui s'appuie sur donc, le chantage et la complicité. Certainement que les autorités italiennes sont très contents. D'ailleurs, Sergio Meloni s'est félicité, vu qu'elle a, donc, voilà, je vous donne, donc, qu'elle a réalisé, des résultats extrêmement fabuleux. Vous voyez le nombre d'immigrants irréguliers ayant atteint les comptes italiens à partir des territoires tunisiens a chuté de plus de 60%. Hein, quel rôle que la Tunisie a joué. Donc la Tunisie elle est appliquée, sincère dans cette lutte. D'après une enquête réalisée par l'agence italienne Nova, le nombre d'immigrants a atteint le 1er janvier au 14 août 2024 environ 37 644 personnes contre 101 419 migrants durant la même période de l'année précédente. Ce sont des résultats spectaculaires, sans antécédent réalisé, mais à quel prix humain. Quel prix humain, donc, pour comprendre ces résultats auxquels Sergio Meloni s'est félicité amplement dans les masses médias. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Merci. Je vous remercie beaucoup pour cette magistrale présentation sur le thème de la migration et la connexion entre le nationalisme et le racisme, le produit de cette, malheureusement, le produit très compliqué de cette dualité entre le nationalisme et le racisme. Je vais passer la parole, and we are shifting to English language for presenting my colleagues from the University of Tuscia in Italy, Mario Savino. Mario Savino is presenting about the reform of the European Union asylum and migration policy and its impact on the Mediterranean relations. Many thanks, Antonio. Let me apologize once again. My French is very bad. I do understand French, but I don't speak French at all. So I will speak English, even slowly. If I'm not clear, please let me know. Let me start by saying thank you, in particular to Professor Mabrouk for this opportunity of exchange, which is very important for us. We study migration issues. It is very important. It is crucial, actually, for us to understand what is the perspective
from the opposite side of the Mediterranean, and this is a very important opportunity in this respect. To Professor Naga for his very nice and warm welcome and the fruitful cooperation I had, we discussed it before. To Professor Morone as well for our partnership in our project on Europathways. He promoted this event, and I'm very grateful. I will try to keep my, my presentation in, let's say 15 minutes or even less. Yes, 20 minutes. Okay. I will articulate it, my presentation in 3 parts. First, I will give you some numbers, data, statistics, which are important to understand the European perspective and the European needs in the next decades. Second, I will shift to European policy on migration and asylum. We had an important reform approved in May 2024, and this will have significant implications, and this is my claim, on the relations with other Mediterranean countries. And thirdly, I will focus specifically on those implications, in particular with regard to the partnership with Tunisia and Maghreb countries. Now, part 1, numbers. It will be short, but hopefully effective. Europe attracts a considerable number of immigrants, as you all know. Every year, around 3 million third country nationals enter the EU through legal channels. 3 million, and yet the political focus is on the minority of migrants who enter irregularly, without authorization. On average, every year we have from 2,000 through to 3,000, from 200 to 300,000 irregular arrivals, and half of them by sea. So in Italy, for instance, we have an average of 100, 150,000 irregular arrivals. How do we cope with them? This is the big issue on the political, in the political debate. But let me also add that we give in Europe 3.6 million new residence permits to third country nationals. Most of them are for work purposes, 43%, family purposes, 24%, and study purposes, 13%. Now, why is Europe so attractive? For 2 main reasons, I would say. First, there is still a significant difference in terms of wealth, in terms of per capita income. Europe represents 5.7%, 6% of the world population, and still produces 15% of global wealth. So the average European citizen is comparatively rich towards the rest of the globe, and the average per capita income is around $40,000, which means 20 times that of Africa, which is $2,140, which means in Europe we on average earn 20 times what an African citizen earns on average. Of course, there are huge differences among African countries as well as between European countries. In Europe, in Western Europe, per capita income is 3 times that of Eastern Europe, which means most of the migrants want to go to Western Europe rather than to Eastern Europe. So one reason is wealth. The other reason is demography. Europe needs migrants. The population of the 27 member states in Europe currently is 450 million people.
which corresponds more or less to 6% of the world population. In 1950, so 75 years ago, we had a share of a double share, 13% of the world population, which means the population of Europe is not only decreasing in absolute terms, but it is more significantly reducing with regard to the rest of the world. And most importantly, we will have a very strong contraction of the working age population. We lost already 4 million workers from 2015, so in less than 10 years, and we will lose much more than that, 35 million by 2050. The last statistic I want to share with you is that this implies that the proportion of persons of working age in Europe, the proportion to the elderly population over 65, currently is 3 to 1. 3 workers, 1 elder. In 2050, it will be 2 to 1. And in 2100, it will be 2 to 2. So we have a big issue. Who is going to work in order to pay our pensions? Now, let me shift to EU policy. So what is the EU doing in this respect? Just trying to contrast irregular migration. That is the biggest focus of European policy, and most of the member states are focusing in that direction rather than to expand legal pathways that would be required in order to address the issue that I just mentioned, the reduction, the significant reduction of the working age population. The political debate is dominated by a Schengen-centric perspective. As you all know, we have an area of free circulation, which is called the Schengen space or Schengen area. And the mantra of most European governments and in Brussels is we need to prevent secondary movements. We need to avoid the arrival of irregular migrants, and above all, we need to avoid that they can freely circulate in Europe and abuse our European cherished freedom of circulation. That is the dominant perspective, and therefore the idea is even if migrants irregularly reach one member state, they need to stay there. They need to remain in the first member state of entry. We need to prevent them from moving to a second member state. How is Europe trying to do that? In the new pact, we introduced a new procedure where actually the procedure was already there, but it was not mandatory so far. It will become a mandatory procedure in 2026, so in 20 months, from June 2026. 2026, yeah, and this procedure is called border procedure. Border procedure implies that migrants who arrive on the European shores and want to apply for protection, they can do it. But if they come from a country, from a third country that we consider safe, they will be detained for the time that is required in order to process their claim. Okay, so we have a principle, a general principle. No migrants can be detained just for the fact that he or she applies for asylum, but yet there will be a very broad exception to this rule, which is related to the large group, quite significant group of migrants who will be coming from safe third countries, and according to the new rules, there will be
a specific number that will decide what is safe and what is not. 20%. If migrants will come from a third country, with regard to which European member states, I'm sorry for the long period, European member states will grant less than 20% of the protection cases. So 100 Tunisians came to Italy, they usually on average get protection in 15% of the cases. So they are below the threshold of 20%. For all those who will come from third countries having less than 20% of recognition of asylum claims, all of them will be in principle driven towards this border procedure and therefore detained for up to 3 months in order to establish whether they have a right to protection or not. And if they don't, the procedure foresees 3 more months of detention. It's up to 6-7 months of detention in order to repatriate them. So as you can see, there is a very clear coercive turn in European migration policy. Coercion is becoming the answer to the question, how do we prevent secondary movements in the EU? We will prevent them by detaining those migration, asylum seekers with less chance to get protection. And we know that they will have less chances because they come from countries with less than 20% of recognition rate. So what are the implications of this very important, very central new procedure, which will become mandatory for all the member states? And Italy, in fact, introduced it last year in order to be prepared to the new pact. Consider that according to the new pact, let me give you just this other element. According to the new pact, there will be minimum quotas for each member state. So each member state will be required to detain a minimum number of migrants in the border, according to the border procedure. For Italy, these numbers amount to 16,000 border procedures in 2026 and 24,000 border procedure from the next year. So it will be increasing year by year, which means much more than what we usually do in Italy. In Italy, on average, just to give you the idea, we detain from 3,000 to 5,000 migrants for return purposes. Starting from 2026, we will need much more than that. We will need much more detention capacity, and this is a partial explanation for the agreement with Albania, where the government has established some detention centers which will have a capacity of up to 3,000 places in order to meet those thresholds that will be imposed by the European Commission. So a very coercive approach, as I was saying. Now let me turn to the last point, the implications for the Mediterranean relations. One is a very strong pressure on return. Why is that? Actually, if you look at the pieces of legislation adopted under this new reform, the new pact, there are very little norms related to return. Why is that? One of the reasons is that member states could not find an agreement on most of the rules concerning return. But the other is they will be looking for a solution to a conundrum, a real big problem that we will face with these border procedures that I mentioned before. I told you that according to this procedure, people should be
asylum seekers should be staying in detention 3 months for the asylum procedure and additional 3 to 4 months for return purposes. But the assumption is that we can actually return those failed asylum seekers, which is not by any means the rule. We have, in Europe, we have an average of less than 12% of effectiveness in return policy. So basically, we return 1 people out of 10. How can we manage this very low return efficiency, and how can we accommodate with the border procedure? There is only one way for the border procedure to work properly: the revolving door system, the revolving door approach. One enters, the other is returned. And this is the first implication. We will see in the next few years a very strong push from European member states on the issue of readmission. Readmission will be crucial, because otherwise the jewel in the crown of the new pact, which is the border procedure, will fail. If we don't improve the effectiveness of return procedures, everything will be collapsing. We have a discussion in Europe currently on return hubs that gives you the idea of the kind of push that Europe will exert on Mediterranean countries. This debate, current debate, revolves around the notion of return hubs. It's not completely new, but the idea is, if we cannot manage to return failed asylum seekers, those who will be processed to the border procedure, and in the end we cannot return because the country of origin does not cooperate, in order to compensate this lack of cooperation with the countries of origin, we as European, as member states, we want to find a collaboration of other member states, of other third countries that will be willing to host not just their own failed asylum seekers, but any kind of asylum seeker, including migrants from other countries. Is this feasible? Is this realistic? We don't know. I just want to show you the kind of pressure that will come from Europe in the Mediterranean spectrum, let's say, and especially on Maghreb countries. And of course, the last, less pessimistic, let's say, perspective is, let's imagine that the new pact, one way or another, will work because we find 2 or 3 countries that are willing to work as return hubs. Okay, I accept your failed asylum seekers if they are not my citizens, and I will try to manage them in one way or another. Let's say that this will help Europe to make the border procedure effective and to prevent secondary movements in Schengen. Let's imagine that the system works. At that point, Europe will have to face reality of demography. And at that point, when Europe will finally have the illusion that have tamed and managed irregular migration flows, Europe will need to open much bigger legal pathways, because we need third country nationals as workers in order to support our economies. Thank you very much. Thank you so much, Mario, for giving us this very in-depth analysis about the new European Pact, and also to giving us some forecast about the midterm consequences of this new pact.
And I think that with the presentation of Mario, we are adding another point in relation to the discussion about nationalism and how the nationality of the migrants is becoming a sort of prejudice, like a sort of prerequisite that is creating some categories that, of course, is not really linked to the reality of the people, of the person, their story life, but they are in relation with some, of course, racial political categories. So now we are shifting back to the French language for the third intervenant, c'est notre collègue de CAREP, Hajar Arissa. Notre collègue, il va présenter une relation sur l'expérience de la migration vécue par les femmes subsahariennes en Tunisie, l'assurance générée. Merci, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Hajar Arissa, je suis professeur de démographie à la Faculté de sciences humaines et sociales de Sfax. Ma communication est intitulée « L'expérience des femmes migrantes subsahariennes en Tunisie, une souffrance genrée ». En fait, j'ai commencé de travailler sur les questions migratoires il y a presque plus de 12 ans, pour 11 ans. C'est à partir de 2012 que j'ai commencé mon travail en tant que chercheur dans le domaine de la migration. Et j'ai mené pas mal d'enquêtes et de travail de terrain auprès des femmes migrantes, aussi bien syriennes que subsahariennes, et même les migrants tunisiens. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que les femmes subsahariennes vécu plus de difficultés dans leur expérience de migration. Et les femmes que j'ai rencontrées, elles m'ont beaucoup parlé de leur parcours migratoire et des difficultés qu'elles ont rencontrées sur ce parcours-là. En fait, les femmes, elles représentent presque la moitié des flux migratoires dans le monde, mais il y a des discours qui tendent à invisibiliser et à rendre minoritaire cette présence-là de ces femmes. Pour parler des raisons de la migration des femmes subsahariennes, en fait, c'est comme on parle de l'expérience un peu avec de la souffrance genrée, en fait, cette migration est stimulée par des violences, des persécutions genrées qui poussent donc ces femmes à quitter leur pays pour chercher des conditions de vie meilleures et améliorer ces conditions de vie. J'ai rencontré des femmes originaires de Mali, de Niger, du Côte d'Ivoire, de Burkina Faso, essentiellement des pays de l'Afrique de l'Ouest, qui ont fui donc les mariages forcés, les pratiques de mutilation génitale, dont l'excision, c'est une pratique très courante dans les pays africains. Je n'oublierai jamais un témoignage d'une femme malienne qui a témoigné sur le fait qu'elle a été excisée à l'âge de 7 ans et que maintenant elle a pris la fuite parce que sa fille elle approche l'âge de 7 ans et qu'elle doit la sauver parce que c'est la communauté qui décide du sort des femmes dans ce pays et elle doit fuir ces pratiques contre les femmes, ces pratiques traumatisantes et qui laissent des séquelles tout au long de la vie. Donc il y a également, à part ces raisons de violence genrée, il y a les raisons économiques, les raisons éducatives. C'est pour cela qu'on trouve dans ces flux migratoires féminines en provenance des pays subsahariens des profils mixtes, et un peu tous les âges. Il y a des filles non accompagnées, il y a des femmes avec des enfants, et des femmes seules. Il y a aussi des femmes qui ont des diplômes et qui n'ont pas trouvé des opportunités d'emploi chez elles. Ces femmes, quand elles prennent la décision de quitter, elles sont généralement stigmatisées parce qu'elles migrent et laissent derrière elles les familles et les enfants. Mais la réalité, c'est que cette migration, c'était un choix parfois fait par la famille, parfois c'est un choix individuel, mais c'est pour le bien de la famille et pour le bien des enfants.
tout le monde le sait que ce n'est pas vraiment un choix individuel basé sur des raisons égoïstes, mais plutôt c'est pour le bien de ces personnes chères, pour ces femmes-là. Quant au parcours donc, migratoire, généralement, la souffrance, elle est plutôt vécue dans les parcours terrestres, surtout les parcours qui mettent beaucoup de temps pour que ces migrantes arrivent en Tunisie, parce que la Tunisie, ça représente une étape importante de ce parcours migratoire qui, dans leur ambition, c'est d'aller vers l'autre côté de la Méditerranée, qui est les pays européens. Mais être arrivé en Tunisie, c'est déjà, elle réalise donc une grande partie de ce parcours. Et en fait, ça prend beaucoup de temps, ce parcours-là. Ça peut aller d'1 an et même 1 an et demi, parfois 2 ans. Et entre-temps, durant cette période, il se passe beaucoup de choses, y compris donc, les viols, les violations de droits. Parfois, les femmes, elles tombent enceintes et accouchent durant ce parcours migratoire, tout en subissant des violences de tout genre. Et les plus vulnérables parmi elles, c'est les femmes non accompagnées, comme je viens de dire, et parfois avec des enfants, où elles ont la responsabilité de les protéger et de prendre soin d'eux. Parfois, on ne parle pas de violence, mais plutôt d'une sorte d'arrangement ou de transaction entre hommes migrants et femmes migrants, comme par exemple le sexe contre le voyage. Les hommes promettent, dans des promesses pour les femmes, qu'ils vont faciliter le voyage en Europe. En contrepartie, il y a le sexe en contrepartie. Il y a parfois des compromis d'engendrement, c'est-à-dire les femmes, elles se mettent d'accord avec les hommes pour engendrer des grossesses, pour qu'ils l'utilisent comme moyen de pression pour avoir l'accès aux droits dans les pays, que ce soit pays de transit ou bien une fois arrivés dans les pays européens. Donc ces femmes-là, elles remplissent donc toutes les cases de la vulnérabilité et de la précarité. Et ces réalités mettent en avant que les femmes subissent les impacts de leur choix de quitter leur communauté d'origine, qui sont plus hostiles que le parcours même ou les pays de destination finale, et même dans les pays de transit. L'autre partie de cette communication, c'est consacrée sur les conditions de vie en Tunisie, ce que j'ai appelé la fuite du péril vers l'incertitude, parce qu'une fois arrivé en Tunisie, la violence, elle continue. C'est un continuum de violence donc vécu par ces femmes, où on a le sentiment de la peur, du dégoût, du stress et de la douleur. On dit toujours que les femmes, elles ont la capacité de s'intégrer plus facilement que les hommes, mais la réalité, c'est pour ces femmes subsahariennes, donc ce n'est pas ça la réalité. En fait, ça dépend des conditions d'arrivée en Tunisie et des conditions d'accueil. Il y a une petite différence entre les femmes migrantes qui entrent régulièrement, que ce soit les étudiantes ou bien les femmes qui ont des petits contrats de travail en Tunisie. Ces femmes qui entrent irrégulièrement, et surtout celles qui entrent à travers le parcours terrestre, elles trouvent des difficultés d'accéder au logement. Parfois, elles se logent donc avec des concitoyens dans des logements surpeuplés et mixtes, où elles continuent à subir la violence de la part de leurs concitoyens migrants. Elles sont réduites parfois en esclaves, elles sont privées de leurs papiers d'identité, elles sont forcées de travailler pour le compte de ces migrants dans le cadre d'une traite des êtres humains entre concitoyens migrants même, et parfois entre une traite triangulaire entre des acteurs tunisiens et des acteurs migrants. Ça a été donc prouvé dans plusieurs études de terrain que j'ai menées. Récemment, on a vu les femmes qui sont logées dans des habitations de fortune sous les oliviers dans la région de Sfax, sans aucun accès aux besoins de base, la nourriture, l'accès aux soins de santé. On les a vus se loger dans les jardins publics, dans les stations de métro et dans des habitations de fortune partout.
là où il n'y a pas des espaces privés donc pour ces femmes-là, et là où la violence continue quotidiennement, aussi bien dans leur parcours que dans le pays de transit qui est la Tunisie. Et qui parfois, ce pays de transit qui est la Tunisie, il devient un pays d'installation définitive, puisqu'ils construisent des familles déjà, ils renoncent à ce voyage vers le voyage de rêve, qui est le voyage vers l'Europe, qui devient vraiment impossible vu les conditions tout d'abord financières, et les embarras, les obstacles de continuer ce voyage vers le pays de la destination finale qui est les pays européens. Par rapport à l'accès aux soins de santé, il est entravé par plusieurs barrières, dans les barrières linguistiques, culturelles, aussi l'ignorance parfois de leur droit d'accès aux soins de santé comme un droit fondamental de base. Comme la Tunisie, c'est un pays signataire de quelques conventions qui postulent que les migrants, même indépendamment de leur statut juridique, ils doivent jouir ou bien jouissent de quelques droits fondamentaux, dont le droit à l'accès aux soins de santé. Mais sur le terrain, donc, les défis persistent. Il y a même des comportements très racistes de la part des professionnels de la santé, telles que la stigmatisation qui colle aux migrantes, qu'elles sont des porteuses des maladies transmissibles, sexuellement transmissibles, ou bien de maladies infectieuses, donc, ce qui les empêche d'accéder à ce droit fondamental. Même il y a un grand besoin donc, à ce droit-là. C'est pour cela qu'il y a un grand besoin de renforcement de capacité aux professionnels de la santé et professionnels de la police qui, quand ils sont sollicités pour des plaintes de la part des migrants subsahariens et spécifiquement des femmes subsahariennes, et les prennent pas au sérieux, et les rejettent, ils traitent autrement avec une discrimination donc, flagrante. Donc. Mais à part ça, il y a aussi, suite au discours comme l'a dit mon collègue et mon professeur Mehdi Mabrouk, au discours du président du 22 février 2023, donc il y a la diabolisation, la criminalisation de la migration subsaharienne qui est désormais devenue donc un frein à l'assistance aux femmes migrantes. Et actuellement, le seul acteur qui gère ce dossier de la migration irrégulière, qui sont les ONG internationales comme Terre d'Asile ou d'autres associations, qui sont, je dis bien, les seuls acteurs qui gèrent le dossier de la migration irrégulière. Et je dis la gestion, même si c'est une assistance ponctuelle sous forme d'aliments, de nourriture, de petites aides financières, mais quand même c'est le seul acteur qui gère ce dossier-là, dans le cadre de l'absence d'une politique migratoire respectueuse du droit de l'homme en Tunisie. Ces acteurs, ils sont mis en question, ils sont en arrestation. Il y a presque une absence totale des activités actuellement qui sont destinées aux migrants irréguliers en Tunisie. C'est vraiment scandaleux. Ces populations et ces communautés en détresse qui ont besoin d'une assistance se trouvent livrés à eux-mêmes, donc même s'il s'agit de femmes très vulnérables, d'enfants qui errent dans la rue en Tunisie sans accès à la scolarisation, à une vie décente, donc, alors que nous, Tunisiens, on demande qu'on soit respectés, que nos communautés soient respectées à l'étranger, donc, et on dénonce les expulsions arbitraires qui se font à l'encontre de nos jeunes Tunisiens. Même les migrantes qui ont un statut donc, juridique, réglementaire, ne sont pas épargnées de ces violences en Tunisie. Je parle des étudiants, des travailleuses dans les restaurants, dans les sphères domestiques. Elles sont également sujettes aux violences genrées, donc exercées que ce soit par les employeurs, par les citoyens, par les autorités, comme dans les postes de police. Elles sont, malgré qu'elles sont diplômées, elles vivent un déclassement, donc, et elles sont cantonnées dans des travaux tels que les travaux domestiques, être nettoyeuses, des travailleuses dans les restaurants et dans les cafés, sans aucune reconnaissance de leur diplôme et de leur qualification.
Derrière ces histoires d'exploitation se cachent donc des récits de survie et de lutte courageuse de ces femmes-là. Leurs enfants aussi ne jouissent d'aucun droit, presque d'aucun droit en Tunisie. Maintenant, j'ai quelques recommandations en guise de conclusion parce que même si le cadre n'est pas vraiment propice pour donner des recommandations, vu la criminalisation de la migration irrégulière, spécialement la migration en provenance des pays subsahariens. Donc, on les présente quand même parce que dans un centre de recherche tel que le CAREP, on est quand même une force de proposition et on est censé diagnostiquer les problèmes et proposer des recommandations pour essayer d'améliorer un peu les conditions des êtres humains qui partagent avec nous notre territoire. Donc, les violences faites aux femmes sont universelles. La domination patriarcale est également sans frontières. Mais ce qui vraiment diffère, c'est l'accès aux services de soutien qui diffère. Pour les femmes migrantes, c'est compliqué, ou c'est important d'en prendre en conscience et de prendre en compte les identités multiples et d'avoir une approche intersectionnelle qui prend en compte le sexe, le genre, être victime de racisme, de discrimination ou non, être sans papier ou non, être scolarisé ou non, avoir un handicap. Donc cette approche intersectionnelle, elle est vraiment demandée. Prendre en compte la dimension genre dans les différents niveaux de pouvoir, comprendre que les femmes migrantes qui subissent des violences sont soumises à des formes spécifiques et multiples donc, de discrimination, mettre en place des espaces sûrs et sécurisés pour l'écoute surtout, l'autonomisation et la sensibilisation et le soutien pour ces femmes migrantes sans abri et victimes de violences basées sur le genre. Permettre de donner l'accès aux soins de santé sans considération de situation juridique. L'importance aussi de mettre ces femmes au centre et d'adopter une approche participative et multisectorielle. Et aussi l'importance de former les professionnels de santé, de la police et toutes les administrations fréquentées par ces migrantes sur la violence basée sur le genre et sur les traumatismes vécus par ces migrantes. Et merci beaucoup, donc c'est ça. Merci. Merci à notre cher collègue Ager pour cette présentation qu'il a conceptualisé aussi cette question de la double invisibilité des femmes, parce qu'ils sont invisibles pour être étrangers, mais ils sont doublement invisibles pour être femmes. Et on va terminer la séance. We are shifting back again to the English with the last presenter, that is Nicolò Acquarelli from the University of Tuscia. Nicolò is presenting with the title of the concept of the safe third country and its importance on the Mediterranean mobility. Nicolò, the floor is yours. Thank you very much, Professor Morone. I start apologizing. My French is not so good, so I need to talk in English. And I wish to thank you all for being here today. I want to also give a special thanks to the people, Professor Mabrouk and all the Tunisian colleagues who put this conference together. Well, the purpose of my intervention today is to highlight, as the title suggests, the concept of safer country and its relevance on Mediterranean mobility. This has recently led to an institutional clash between the judiciary and the government in Italy, with the former refusing to recognize certain states, specifically Bangladesh and Egypt, as safer countries, and thus invalidating the detention of some migrants in the Italy repatriation center located in Gjader, Albania. The government response was fast. The list of countries of origin considered safe was transferred from a ministerial decree to a primary source of law, the legislative decree number 158 of 23 October 2024,
in a failed attempt to limiting the power of judicial review. But I don't intend to focus on the specifics of these events concerning the Italian legal systems. My goal is to reconstruct the concept of a safer country based on the European law and the case law of the Court of Justice. And I will have to refer to the innovation introduced by the new pact and at the jurisprudential level to the recent judgment of the Court of Justice of the last 4 October. After defining the characteristics of a safer country according to the European law and the jurisprudence, I will try to identify in the second part of my paper the importance of this concept in terms of migratory flows in the Mediterranean with a specific focus on Tunisia. So I started identifying the characteristics that, according to the European law, a state must possess to be classified as a safe country. In this regard, it's necessary to refer to the provision of Annex 1 to the European Directive 2013-32, also known as the Procedure Directive. And the provision states, I quote, that a country is considered as a safe country of origin where, on the basis of the legal situation, the application of the law within a democratic system and general political circumstances, it can be shown that there is generally and consistently no persecution, as defined in Article 9 of Directive 2011-95 of the European, for example, acts of physical or mental violence, no torture or inhuman or degrading treatment or punishment, and no treat by reason of indiscriminate violence in situation of international or internal armed conflict. The same conditions are also reported in the new pact, in the Regulation 2024-1348, also known as the Procedure Regulation, an integral part of the aforementioned new pact, which will replace the provision of 2013 on 2026. Article 61 states, in fact, that a fair country may only be designated as a safe country of origin in accordance with this regulation where, on the basis of the legal situation, the application of the law within a democratic system and the general political circumstances, it can be shown that there is no persecution as defined in Article 9 of Regulation 2024-1347, and no real risk of serious harm as defined in Article 15 of that regulation, for example, the sentence or execution or the death penalty. However, the 2013 European legislation that I just mentioned doesn't provide a clear answer to some questions that are, however, significant for considering a state as safe. In particular, there are two questions. Can we consider a state as safe with exclusion for certain territorial areas? Can we consider a state as safe with exclusion for certain categories of people? These questions have been and will have to be answered by the Court of Justice of the European Union. On the second, the people exemption, a ruling from the court is expected in the first month of 2025. With regard, however, to the qualification of safer country only with respect to certain territorial areas, the Court of Justice ruled in the aforesaid judgment of the last 4 October. The case decided by the court concerned a Moldovan citizen who had fled to the Czech Republic from his country of origin after being treated by individuals whom the police authorities had been unable to identify. The Moldovan citizen did not intend to return to this country of origin for fear of further threats and also because of the Russian invasion of Ukraine. The application for international protection submitted to the Czech Ministry of the Interior was, however, rejected since Moldova, except for one of its regions, the Transnistria,
was among the third countries that the Czech Republic considered to be safe countries of origin. This led to a dispute that brought the Brno court to make a preliminary reference to the Court of Justice regarding whether, under the European law, a state can be considered a safe third country with the exclusion of a specific territorial area. The answer given by the Court of Luxembourg is negative. European law, and I quote, precluding a third country from being designated as a safe country of origin where certain parts of its territory do not satisfy the material condition for such designation set out in Annex 1 to that directive. The reasoning followed by the court to reach this conclusion is based on several arguments. I try to read this fast. Wording of the provision. The wording of Article 37 as worded reference is made on a number of occasions to the terms country, countries, third country, countries, without any indication that, for the purpose of such designation, those terms may be understood as referring only to part of the territory of the third country concerned. The context of the provision, Article 37, must be read in accordance with Annex 1 to the directive, which, as I said, states that a country can be considered safe if it can be demonstrated that there is generally and consistently, no persecution, acts of torture, inhuman and degrading treatment. The adverbs generally and consistently would seems to indicate that the condition laid down in the Annex 1 must be met throughout the territory of the third country in order for it to be considered safe. So it can therefore be said that the Court of Justice has adopted an all or nothing approach in the definition of the safe third country. A state can only be considered truly safe if there is no risk of persecution, torture, inhuman or degrading treatment throughout its territory. An approach, as I said, all or nothing. This approach runs counter with the new rules contained in the procedural regulation of the new pact, which reintroduced the possibility for member states to designate a state as a safe third country, with exception for certain part of its territory or for certain clearly identifiable categories of person, like the past regulation of 2025. The Court of Justice is well aware of this, and it therefore states, although Article 61 of Regulation 2024-1348 reintroduced such an option by providing that the designation of third country as safe country of origin may provide for exemption for a specific part of its territory, it's the prerogative of the European legislator to reconsider that choice by striking a fresh balance, provided that it comply with the requirements arising inter alia from the Geneva Convention and the Charter. And this quote seems important for me for two reasons. On the one hand, there is the awareness on the part of the judge of Luxembourg of the difference between the rules contained in the 2013 directive and those provided for in the new 2024 regulation. Conversely, however, it also not certain that the possibility granted to member states by the new Pact on Migration and Asylum to designate only part of a third country as safe is, so to speak, undisputable. This possibility, the court say, must still comply with the obligation imposed by the Geneva Convention and the Charter of Fundamental Rights of the European Union. It seems then that the judge in Luxembourg want to reserve the possibility of assessing the legitimacy of the new rules providing for by the new pact in light of the aforementioned supranational sources.
I will therefore not rule out the possibility that in the future the Court of Justice may adopt corrective rulings of the rules provided for by the new pact on migration and asylum. So, having clarified the European legal and jurisprudential understanding of safer country, now I'll try to briefly examine the implication of this concept on migration mobility in the Mediterranean. It's worth noting that the classification of a state as a safe is particularly relevant for the applicability of the accelerated procedure for asylum application submitted by migrants. This procedure, with few procedural and judicial safeguards, relies on the presumption of the safety of the migrant's country of origin, making it particularly difficult to obtain international protection. For the purpose of applying this procedure, each European member state may draw up a list of states considered safe, while there is not a European list of safer countries. More specifically, to provide some data, Italy considers 19 countries safe, Netherlands and Austria 18 each one, France 13, Germany 9, and Spain doesn't even have a list of safer countries, but prefer a case-by-case approach. This heterogeneity risks to polarize the migration flow, especially the secondary movements, towards those states that, having a shorter or even non-existent list of safer countries, offer migrants greater opportunities to obtain international protection. Moreover, it risks generating form of discrimination among migrants, depending on the member state to which they submit their application for international protection. To avoid this situation, it appears essential to develop a common European list of safer countries. This is the objective of the new pact. Article 16 of Regulation 2024/1348, emblematically entitled Designation Safer Countries at the Union Level, tasked the Commission with drawing up a list of states considered safe at the European level, with the obligation to review it periodically. Certainly, the same regulation requires the member state right to independently identify a national list of countries considered safer countries, a circumstance that risks weakening what is provided for at union level. But the time seems ripe for having common criteria throughout Europe in the management of application for international protection. It also worth noting that the entry into force of the new pact in, as I said, 2026, in addition to overcoming the ambiguities surrounding the concept of safer country through the preparation of a specific European list, also provide for an acceleration border procedure for migrants coming from a third country, for which the rate of recognition of international protection in the Union is equal or less than 20%. I wonder, as I conclude, what effect this change will have on migratory flow from Tunisia. Thank you. Well, I'm concluding trying to examine the effect of this change on migratory flow from Tunisia. The effect seems, at first glance, to be very significant. Examining Eurostat data for 2023, it emerged that out of a total 5,460 applications for international protection submitted by Tunisian citizens in the European member states, only 719 were accepted, equal to 14.47%.
If these low acceptance rates recorded by Eurostat statistics persist, applications submitted by Tunisian citizens will from 2026 onwards follow the aforementioned accelerated border procedure with a very high probability of non-recognition of international protection and the consequent repatriation. Consequently, the concept of safer country will, at least in this context, have less relevance. But however, it must be said that the border procedure can be applied up to the maximum number of applications that a member state is required to examine each year, as Professor Savino said. This value has been set with the recent Commission implementing decision of the last 4 August between 16,000 and 24,000 applications in the 2-year period 2026-2027. A number considerably lower than the total number of migrants from Tunisia and more generally asylum seekers. Suffice to say that in 2023, 97,667 migrants of different nationalities arrived in Italy from Tunisia. For all those will not, therefore, be subject to the border procedure, and also happen for migrants subject to the border procedure when the return mechanism doesn't work, the doors of Schengen through Italy will likely remain wide open. So, just a final remark. In order to make the return mechanism more efficient, it's interesting the European debate about the return hubs. The center located in the third countries to which migrants who have been refused asylum in the EU will be sent. This is the case, for example, of the agreements between Italy and Albania, to which I referred at the beginning of my speech. But other European states have also expressed interest in this solution. For example, the Netherlands, which is discussing the creation of return hubs in Uganda. A solution, and I'm concluding, also appreciated by the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, in the letter sent to the European leader on the last 13 October. I quote, and I'm concluding, "We should continue to explore possible ways forward as regards the idea of developing return hubs outside the EU. Especially in the view of a new legislative proposal on return. With the start of the operation of the Italy-Albania protocol, we will also be able to draw lessons from this experience in practice." So I now have concluded my intervention, and I really wish to thank you all for your attention. Merci beaucoup aussi à notre dernier intervenant. Et je crois qu'on est un petit peu en retard, mais on peut profiter de quelques minutes pour avoir un petit échange. Si vous avez des questions, des commentaires à poser, je demande, je ne sais pas s'il y a un micro pour le public. Je pense qu'il y a. Je vous demande de vous présenter et de poser la question. Bon après-midi à tous. Je m'appelle Mohamed Hamemi, doctorant en sciences politiques à Syracuse University à New York. Ma question s'adresse essentiellement à Mario Savino. I'll ask the question in English since the intervention was in English. It seemed to me that your presentation was assuming that countries are independent from each other and the flows are not interdependent, meaning that what you described as the difference in income as the main driver of migration is not resulting from exchanges as well that are happening at the goods level, and that we need to treat these things are distinct, that there are dynamics that are endogenous to Europe,
and not embedded in a more regional dynamic, which seems to me empirically unsound. So my question is very simple. From the tone of your intervention and the conversation of Niccolò Acquarelli, it seems to me that you were presenting what was happening within the EU as something that is given, as something that is purely endogenous, and everything that is from outside is exogenous and have to be dealt with outside actors as they are. So do you think that moving forwards, the way you are presenting the dynamics of migration, which seems to me much more interdependent than endogenous, than related to endogenous dynamic happening in Europe, will change? And do you think that the way people see migration in Europe would change with more pressure coming from people from the other side of the shore? Thank you. Merci. On va à Imen et Bonsoir, benvenuti in Tunisia. J'aurais 3 questions très directes. La première s'adresse à mon professeur, M. Mehdi Mabrouk. Vous avez parlé de nationalisme migratoire, de populisme tunisien et de racisme et de xénophobie. Est-ce que vous ne pensez pas justement que les migrants tunisiens qui ont quelque peu essayé de servir cette décennie n'ont pas subi eux-mêmes ces 3 phénomènes-là? La deuxième question s'adresse à M. Mario Savino. Vous m'excuserez mon anglais, mais il est très approximatif. Si j'ai bien compris, vous avez parlé de politique de retour, n'est-ce pas? Voilà. Vous savez aussi bien que moi, je pense, et même mieux que moi, ça c'est certain, c'est qu'il y a eu une politique de retour qui a été appliquée en Europe dans les années 80, justement à l'époque où l'Europe était quand même très 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 prospère et on cherchait à faire revenir justement tout ce qu'on appelait à l'époque les travailleurs étrangers, parce qu'on avait aussi des projets économiques à proposer à la rive sud, entre guillemets. J'aime pas trop cette appellation, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, justement, est-ce que vous ne pensez pas que cette politique de retour est quelque peu en train de faillir, justement parce qu'il n'y a pas d'opportunité tout aussi bien, c'est-à-dire que l'Europe ne peut pas offrir ses facilités, c'est-à-dire financières d'abord, et parce que justement aussi, parce qu'il n'y a pas d'opportunité non seulement économique, mais aussi, j'ai envie de dire, de vie en général. C'est parce que vous savez très bien qu'on souffre de tout ce qui est cause écologique, environnementale, et j'en passe. Et ma troisième et dernière question s'adresse à Madame Raïssia. Et j'ai beaucoup apprécié votre communication. Je voulais vous poser une question. Vous savez que la société civile, féministe, entre guillemets, tunisienne, est assez présente, justement, sur le territoire. Malheureusement, je parle essentiellement de certaines associations, on ne les a pas vues dans ces combats, justement, pour les femmes migrantes, que ce soit les femmes subsahariennes, que ce soit les femmes syriennes, ou tout autre, ou même dans le cas de réfugiés politiques. Est-ce que vous pensez justement que malheureusement cette absence de la société civile féministe n'est pas aussi quelque part la cause de toute, j'ai envie de dire, de tout ce tu, al-maskout annou, ce qu'on appelle en arabe, de tout ce dont on ne parle pas? Merci. On prend une dernière question, oui. Merci, Monsieur le Chairman. Normalement, j'ai préparé ma... Ah oui. Je m'appelle Amel Azouz, je suis doctorante en sciences politiques. Ma question, je l'ai préparée, cher monsieur. Merci pour tout le monde, pour vos précieuses présentations. Normalement, j'ai préparé ma question et quelques très très courts commentaires en français, mais puisque, à ce que je peux voir, les speakers
maîtrise mieux l'anglais, donc permettez-moi to switch to English. Let me start, dear Mr. Mabrouk, with saying something about transition, because you spoke about transition and you focused on this. I was myself one of the actors of that transition, as you can remember. So transition means and signifies contingency, as you can see, uncertainty, ambiguity. So if the question of migration in general, especially sub-Saharan or migration in general, has not been addressed at that moment, it's not because these actors, the new actors or the new leaders, political leaders of that moment, were not maybe aware of what was happening, but because there were really aspirations, what we have been calling the objectives of the revolution, that they were struggling to address and to try to respond to those. So the priorities, as far as you can remember, were totally different. This is the first remark. I'm not totally with you. I'm sorry, dear Mr. Mabrouk, I disagree a little bit with your calling this phenomenon nationalism or le nationalisme migratoire, comme vous l'avez bien dit, because nationalism rhymes with I'm sorry to say the word, with racism, rhymes with I may say even fascism, which was not the case at that time, because as far as I can remember, those new leaders of transition, this was far from being instrumentalized, if you want, or manipulating. On était loin de l'instrumentalisation de la question de la migration. C'était pas ça. Si vous la comparez surtout avec ce qui passe aujourd'hui, le sujet, bien, it's really manipulated, and pour alimenter des instincts très primitifs, comme vous le voyez maintenant avec le populisme, bien sûr, with populism, which was not the case. That's why allow me to disagree with you in choosing this nationalism, ou bien le nationalisme migratoire. And to finish with just a question, a very brief question. How can you explain, for example, the establishment, let's say the settling, I would say settling, relatively normal settling of economic and social as well, of those sub-Saharan migrants in Tunisia. I can remember that socially and economically we didn't have problems. They were everywhere in universities. I myself, I'm a university teacher. I can see them everywhere as students, as working in restaurants. So relatively their presence wouldn't represent and constitute any real problem the way it is now. Thank you very much. Merci, thank you. So I just give the floor to the last one, but please, very brief. Bon, je vais être très court. Donc, je remercie le professeur Mehdi de l'invitation, président du CAREB. Je remercie les panélistes. Donc, moi, bon, je ne vais pas être long. Léassi Mehdi, là, en tant que sociologue, la Tunisie, quand même, était réputée parmi les premiers pays qui a aboli l'esclavage. Et comment ça a shifté vers ce racisme, etc. Ici, comme on l'a signalé, si on voit le côté économique, il y a le professeur là qui l'a parlé quand même en donnant des chiffres dans la première partie de sa présentation. On a besoin, la population européenne commence à vieillir, il n'y a plus de remplaçants, etc. Donc, en fait, on a besoin de ces migrants-là, etc. Et comme, bon, moi, je suis aussi directeur de l'établissement d'enseignement supérieur, il y a aussi les étudiants africains, il y a le côté économique qui est très important. Un étudiant, donc, ça rapporte plus que les touristes. Donc, si j'ai bien vu, ils ont participé environ avec 100 milliards en 2022. Donc, il y a quand même un impact économique. Avant, il était 13 000, ça descendait à 8 000, et maintenant à 5 500. Ici, on discute avec les étudiants, chacun attend de prendre son diplôme, il va quitter la Tunisie. Donc, ce n'est pas un manque à gagner. Et puis, il y a certains qui réfléchissent, du moment qu'on a, nous aussi, la migration de nos cerveaux, est-ce qu'on peut les remplacer quand même par ces
étudiants africains, il y a la législation tunisienne qui s'y prête au niveau de ça. Mais le problème, comme l'a signalé le professeur Mehdi, c'est que l'administration qui bloque. Il y a un arsenal juridique qui garantit les droits de ces étudiants, du moins, mais quand même l'application par l'administration ne suit pas. Donc il y a un manque d'application. Donc vous voyez, donc comment vous voyez l'avenir de tout ça? Les pays européens en ont besoin. Nous aussi, on a donc une migration de nos cerveaux. Comment ça va être la situation dans le futur? Et merci beaucoup. Merci. S'il vous plaît, 2-3 minutes maximum pour chaque intervenant. Merci. Ok, j'essaie de répondre aux différentes questions qui m'ont été adressées. Bon, concernant ce que j'ai nommé le nationalisme migratoire essentiellement, vous avez évoqué la question de ce système de priorité. Et j'ai critiqué essentiellement ce système de priorité où on a donné dans la tradition donc la priorité absolue à nos soucis intérieurs. Donc je pense qu'on a occulté, on a ombragé la question des migrants subsahariens. Et d'ailleurs, donc j'ai démontré comment, par exemple, on n'a pas changé, on n'a pas constitué donc le statut des migrants étrangers. On n'a pas changé, on n'a pas promulgué, donc on n'a pas modifié la fameuse loi de 3 février 2004. Et ça prouve, donc je pense, que c'est un argument qui prouve que ce système de priorité, entre guillemets, spontané, donc il faut décortiquer, il faut critiquer donc ce système de mise à l'écart de la question des migrants subsahariens. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul qui dit donc, Vincent Gesser, Souhaïma, parle de ces métèques, entre guillemets, de la République de la transition. Et certainement, les subsahariens et les migrants étrangers étaient parmi, donc étaient les plus importants des métèques de la transition. Donc la question des camps de Chouch aussi, donc de Chouch, prouve encore une fois que ce système de priorité, entre guillemets, était injuste envers les migrants subsahariens. Bon, ça c'est ça. Non. Mais je n'ai pas comparé entre ce nationalisme migratoire où la priorité a été totalement donnée aux migrants tunisiens. Donc je n'ai pas fait donc, la comparaison entre ce qui passe actuellement et surtout après donc, le fameux discours un peu xénophobe prononcé par le chef d'État. Donc non, c'est incomparable, c'est comparer l'incomparable. Mais faites attention, donc ce discours xénophobe, négrophobe, trouve en quelque sorte ses racines dans ce mise à l'écart qui a commencé en 2012. Donc, je pense, j'ai essayé de parcourir tout ce processus-là et chercher les racines de ce discours xénophobe qui a été amplement accueilli et chaleureusement accueilli par des couches sociales très vastes. Donc, ce n'est pas un discours qui a été minoritaire. Donc, non, je pense que l'opinion publique des Tunisiens devient de plus en plus xénophobe et voire négrophobe. Donc, c'est pour cela que le discours du président n'a pas été vivement critiqué, par exemple, par les instances, ainsi de suite. Donc, voilà. Moi, je pense qu'il s'agit d'un processus, qu'il s'agit d'un fruit amer, comme je l'ai déjà mentionné, qui a mûri lentement dans ce processus-là, dans ce système de prioritisation et dans ce système de mise à l'écart et de rembrage qui a été adopté par les multiples gouvernements qui sont succédés donc, depuis cette décennie de la guerre. Certainement, il mène que les migrants tunisiens aussi ont été quelque part stigmatisés, donc occultés et mis à l'écart. Certainement, donc je ne parle pas seulement des migrants subsahariens, mais aussi donc, le discours englobe
les migrants tunisiens aussi. Voilà. Merci. Merci. Mario. I'll try to be quick. To the young colleague, I missed his name, I'm sorry. I take your question as a challenge to my perspective. I mean, does my perspective involve a biased Eurocentric view according to which, no, I mean, I accept. It's a methodological issue. I'm a lawyer, so I might have, played improperly with numbers, but I translated my language, and my language is, does my perspective involve a bias, Eurocentric bias? It might be, I don't know. I mean, I just want to be self-reflective in this respect, but my message is about political realism. And my message is, EU countries, by working together, are able to shape Euro-Mediterranean relations. But at this point, they need to interact at a different level with Maghreb countries and other Mediterranean countries because they need their help in order to make their migration and asylum system work. And this is an important call for Maghreb countries. It's time for them to properly articulate their political priorities and make their voice heard in Brussels. They can get a lot in this moment. To my colleague Imam, I'm not sure I got your question properly, but if I understood it correctly, it's about whether return policy might keep failing in Europe because of the lack of opportunities in Africa and the issue, the question climatique, etc. My reply is perhaps you're right. Perhaps we are going to fail again and again with return policy, but the implications might be even worse. I think that if European return policy keeps failing, this return crisis will determine an even deeper asylum crisis. If we cannot return people, we will be less and less prone to open the doors to asylum seekers. This is my, very pessimistic forecast. Thank you very much. Thank you, Mario. Hajar. Merci. En fait, ma réponse, c'est par rapport à la question de Madame sur le silence des associations féministes dans le cadre de la lutte contre la défense des droits des personnes migrantes, spécifiquement les migrantes vulnérables. En fait, au dernier temps, c'était les ONG qui gèrent ou bien qui portent le soutien, qui favorisent l'assistance aux migrantes et aux populations vulnérables en général. En fait, c'est la criminalisation et la diabolisation de la migration irrégulière clandestine, plutôt subsaharienne, qui est la cause de ce silence, par crainte d'être emprisonné, d'être mis en question. Et quand vous voyez sur le terrain, donc presque toutes les associations qui portent le soutien aux migrants, ils sont maintenant arrêtés, leurs activités elles sont suspendues. Personnellement, j'étais membre dans un groupe d'associations qui s'appelle un collectif qui s'appelle le PCPA, Programme Concerté Pluriacteur. Il a monté un projet de plaidoyer pour l'accès des étudiants, des enfants des subsahariens en Tunisie. Ils ont arrêté ce projet-là. On a maintenant, on travaille actuellement sur les questions migratoires, mais sur les questions du retour des jeunes Tunisiens expulsés. Donc tout le monde est sous pression, et par crainte en fait d'être emprisonné. C'est ça en fait la cause. Merci. Merci. C'est tout comme les partis politiques en fait. Tout le monde est en berne maintenant. Merci Hajar. Nicolò, non so se hai qualcosa da dire o se no chiudiamo. I will be maybe the fastest of all. Just a further thank you to the organizer. I recently started studying the migration phenomenon, and this day gave me many study ideas. So I
want to thank you all for this Merci. for this panel. Merci et je profite de mon rôle de président pour... je suis télégraphique, deux choses. La première, c'est qu'il y a un bon numéro de recherches de terrain, pas seulement en Tunisie, mais aussi en Libye et au Maroc, en Algérie, dans le Maghreb, qui vont nous dire que ce n'est pas vrai que la majorité des migrants africains ou des ressortissants africains, ils veulent voyager à l'Europe. Au contraire, sont les politiques européennes qui, indirectement, ils vont créer un environnement qui favorise cette migration. Et la deuxième chose, pour renforcer la conceptualisation que mon collègue Mehdi Mabrouk il a fait de ce nationalisme migratoire, je veux seulement souligner le fait qu'à côté du nationalisme migratoire, il y a aussi très